Voilà, donc on est tous réunis pour le jury final du travail de Pablo de Brito Tavares. Pablo a travaillé sur la notion de reconversion, à l'industriel plus particulièrement. Donc ce patrimoine qui est pas forcément un patrimoine d'immense qualité patrimoniale, mais qui existe, qui est là et qui peut représenter des opportunités de projet. Et donc il s'est attaché dans la partie théorique et dans la partie du projet à travailler plus spécialement sur le secteur Praille, Acacia, Vernet, donc qui est un grand quartier à Genève qui est prédestiné à subir une grande mutation. Et donc c'est sur ce jeu entre mutation, conservation, transformation que s'est établi le travail de Pablo. Pour votre jury, on a le plaisir d'accueillir un certain nombre de personnalités internes et externes à l'école. On accueille comme experte Anne-Catherine Javet. Merci d'être là. C'est important pour notre école d'avoir ce regard extérieur, donc bienvenue et merci de ta présence. Et on a aussi bien sûr des personnes qui n'ont pas été dans le groupe de suivi, mais qui jouent le rôle de Candide sans candeur, je dirais, avec notamment la professeure Elena Cogato-Lanza et Éric Lapierre, le professeur Éric Lapierre, qui nous rejoignent aussi pour avoir un regard donc extérieur et intérieur en même temps par rapport à votre développement de projet. Et puis bien sûr le groupe de suivi qui vous a suivi pendant ce travail, donc Catherine Guémenzel comme professeur, Clément Catin comme maître EPFL et moi-même Emmanuel Ray comme directeur pédagogique. Donc voilà, je vous passe la parole, on se réjouit de découvrir votre présentation. Oui. Alors j'ai intitulé mon PDM Strat, reconversion de Halle en circular hub pour la transition de Praille à Cassia-Vernet. Donc le titre de mon énoncé était les halles industrielles ressources pour la transition d'un quartier. Et donc le projet, il se situe dans le canton de Genève, et plus spécifiquement à Praille à Cassia-Vernet, le PAV. Et le PAV, c'est le plus grand potentiel de logement dans le canton de Genève, avec une surface de 230 hectares. C'est une ancienne zone industrielle qui transitionne vers des quartiers durables. En chiffres, c'est 12 400 nouveaux logements, 6 200 nouveaux emplois, en addition des 1 200 logements existants et des 15 000 emplois présents. Donc ces futurs quartiers, ils disposent déjà d'un réseau de mobilité efficace avec les 2 gares du Léman Express. Donc ici, on peut voir le périmètre du PAV et mon site d'intervention. Donc l'objectif du projet est de ne pas faire table rase de toutes les constructions à Praille à Cassia-Vernet, mais de prolonger la vie de leurs matériaux au travers du réemploi, avec la création d'un centre logistique ou une sorte de cathédrale du réemploi qui puiserait dans les matériaux issus des déconstructions de bâtiments à Praille à Cassia-Vernet et qui les réinjecterait dans les nouvelles constructions pour le quartier. Donc une des volontés des acteurs de la transition de Praille à Cassia-Vernet, c'est de ne pas faire table rase de tous les bâtiments. Et il y a aussi ce désir de conserver des activités dans le secteur de Praille Ouest, donc, qui est mon site d'intervention. Le programme proposé répond à ces points. Le Circular Hub, il permet un retour vers un usage plus raisonné de la matière. Donc notamment aujourd'hui avec les problèmes d'instabilité entourant les chaînes d'approvisionnement. Donc sur cette carte et ainsi que sur la maquette 1 millième, on voit la proximité du site avec le stade de Genève. Et donc il y a des nouvelles passerelles justement qui sont prévues par le futur et qui vont justement irriguer encore davantage le site. On voit les 2 gares du Léman Express, donc une ici, une ici. Et donc le site, il est à un endroit stratégique, il y a un carrefour entre la route des Jeunes et l'avenue Vibert. Et donc l'avenue Vibert, elle est très importante pour justement traverser ce secteur Praille Ouest. Le bâti existant, c'est la résultante de l'infrastructure rail-route dans cette ancienne zone industrielle. Donc il y a d'abord le rail qui est venu et ensuite les constructions. Et cela a généré une architecture en bande, ou on pourrait qualifier de strates, qui sont parallèles à cette infrastructure. D'un point de vue de la chronologie, donc, ça commence en 2007, il y a eu le master plan du PAV. En 2015, il y a eu le plan directeur de quartier du PAV. Aujourd'hui, donc, il y a certains chantiers qui ont déjà débuté, notamment dernièrement avec le quartier des Vernets. Et dans ma narrative, justement, ce Circular Hub, il prendrait place en 2025 afin d'entamer la 2e phase de Praille à Cassia-Vernet.
Donc c'est un chantier de longue haleine qui va s'étendre jusqu'à 2040, 2050. Et à la suite de la construction des différents quartiers, j'imagine que ce Circular Hub il pourra être dédié à d'autres quartiers en mutation. Donc, concernant les étapes principales au sein du Circular Hub, je vais juste mentionner rapidement le processus de réemploi. Donc, il y a plusieurs processus en fait avant la déconstruction des bâtiments, tels que l'inspection in situ des éléments, des inventaires, une étude en vue d'une déconstruction. Il y a également des processus qui viennent après la déconstruction, avec une deuxième inspection, un inventaire, un entreposage d'éléments, etc. Et suite à la construction, ça peut être intéressant aussi d'enregistrer des matériaux, les matériaux des nouveaux bâtiments dans un cadastre en ligne afin de favoriser l'économie circulaire à l'avenir. Donc ces ensembles de processus vont nécessiter forcément une équipe et un personnel adapté justement à mettre en œuvre toutes ces étapes au sein du Circular Hub. Donc le tracé des rails, il évoque une similitude avec les strates géologiques qui sont le résultat de couches d'époques différentes et qui forment un ensemble unique. D'un point de vue conceptuel, les strates ont accompagné le développement du projet et cette image de tracé en strates et d'époques qui s'entremêlent a été une inspiration pour le projet. Avant de parler du programme, j'aimerais mentionner du coup que je reconvertis trois bâtiments différents. Donc, le bâtiment A, grand A, B et C. Donc le bâtiment A est une quincaillerie, donc un dépôt pour une quincaillerie. Le bâtiment B est un dépôt de vin actuellement et le bâtiment C est un centre de tri. Donc il y avait quelques annexes qu'on peut voir en plan justement en jaune qui ont été démolies. Je voulais garder justement une pureté du bâti en forme de strate. Voilà. Et maintenant je vais plonger directement dans le bâtiment A. Donc dans la partie A, on a cette ressourcerie du PAV qui va permettre cette transition avec du réemploi. On a bien sûr dans cette partie des racks, des étagères qui vont même sur l'extérieur, qui débordent. Donc elles permettent de stocker des matériaux de construction, que ce soit des sanitaires, des planchers, des faux plafonds, etc. D'un point de vue de l'espace central, on a exactement un espace qui est dévolu à des éléments plus volumineux, des fermes, des poutres de grande dimension. On a également un espace conteneur pour la préparation pour le transport. Donc, étant donné qu'aujourd'hui on a un transport multimodal où on peut mettre les conteneurs directement soit sur le rail, soit sur les camions, il y a cet espace qui est dévolu à cette tâche. Dans le bâtiment A', ici, on a une partie plus publique dans ce bâtiment avec une strate cafétéria réception, une strate qui est dédiée aux ateliers d'artistes. Pourquoi les artistes? Parce que c'est un peu les premiers acteurs dans cette démarche de réemploi, que ce soit pour amener justement des éléments dans leur art ou pour les mises en scène, etc. Donc je pensais que c'était important d'avoir ces ateliers. On a également une strate Makerspace. Donc Makerspace, c'est un atelier communautaire et collaboratif. C'est un espace créatif ouvert à tous qui repose sur le partage de la connaissance et des outils dans une perspective de démocratisation des savoirs et des savoir-faire. En gros, cela permet de réparer, créer, designer, prototyper des objets manufacturés grâce à une équipe formée et des machines. On a la quatrième strate ici en rouge qui est la ressourcerie publique. Et donc, voilà, je pensais que c'était important de faire profiter de cet aspect du réemploi au public. Et connecté à cette strate, il y a également un local pour la co-réparation des vélos afin de favoriser la mobilité douce au sein du PAV. En ce qui concerne maintenant le bâtiment B qui est adossé à cette grande ressourcerie, on a au rez-de-chaussée du coup, au rez-de-chaussée on a des camions, donc un parking pour les camions afin de favoriser la logistique de cet ensemble. Et à l'étage on a des bureaux, donc des bureaux pour la logistique et pour les architectes. Et maintenant pour la déchetterie, le bâtiment C, on a une déchetterie. Donc, cette déchetterie, elle fonctionne en quelque sorte en synergie avec l'ensemble du programme, étant donné qu'elle permet un filtrage des éléments afin d'éviter qu'ils partent directement au recyclage ou qu'ils soient brûlés, mais qu'on puisse réinjecter certains éléments justement dans la ressourcerie afin de réemployer des matériaux.
Un schéma qui m'a beaucoup aidé afin de structurer cet ensemble, c'est le schéma des deux visages. Donc il y a une sorte d'anomalie structurelle ici avec un dédoublement en fait, des poteaux. Et ça m'a permis en fait de créer un visage beaucoup plus privé et un visage beaucoup plus public. D'ailleurs, justement, c'est pas pour rien, mais ce cloisonnement en fait, il vient en continuité du bâtiment B. Et c'est un joint de dilatation, c'est quoi? Pardon? C'est un joint de dilatation, c'est quoi? Alors c'est un mur, enfin je viens dresser une sorte de non, cloisonnement. Mais dans l'existant, il y a une double structure. Là. Oui, oui. Alors en fait, c'est comment dire, les portiques. Il y a deux portiques en fait qui sont l'un à côté de l'autre, alors que dans les autres trames, les portiques sont unis. Ouais, je comprends. Donc il y a une différence. Et en ce qui concerne du coup la partie de la déchetterie, j'ai également cet aspect des deux visages avec la partie publique qui est rehaussée de 1,50 m par rapport à la partie privée où il y a les bennes afin de faciliter justement le tri des usagers. Maintenant, je vais parler des flux. Donc, premièrement, le flux des matériaux. Donc, tout part de la route des Jeunes, hein, cette grosse artère. Justement, par exemple, si un camion veut déplacer une benne, ben, il vient de cette route, il peut venir prendre les bennes et ensuite il peut repartir ici. Ou si un camion a besoin de prendre un conteneur, d'embarquer un conteneur, il peut très bien justement rentrer, longer cet axe dans la halle. Donc c'est un axe qui est déjà présent dans la halle aujourd'hui que je réutilise. Donc, en ce qui concerne le rail maintenant, donc je garde le rail qui est déjà présent sur site. Donc tout ceci en lien avec la déchetterie existe déjà. Et il y a déjà un rail en fait, qui rentre au sein de la halle et qui s'étend jusqu'ici que je conserve. Et bien sûr, j'ai gardé un espace hachuré en rouge qui est le quai de chargement. Et d'un point de vue transversal, on a également des ponts roulants qui permettent de soulever les grosses charges. Donc les ponts roulants sont déjà existants, je viens simplement les déplacer et les étendre sur l'extérieur. Donc maintenant je vais parler du flux du public, donc des voitures, donc qui sont relativement simples, c'est des flux en U. Donc si tout à coup il y a un usager public qui veut aller à la ressourcerie et qui a, je sais pas, qui veut prendre une armoire peut-être issue du réemploi, il peut se parquer ici, il y a des places de stationnement et ensuite il peut ressortir du système avec justement les matériaux. Et pareil en fait pour la déchetterie où ça fonctionne de la même manière en U. Et donc il y a des places de stationnement qui sont dévolues à ça pour les usagers. Ici et ici. Usagers publics. Donc tout cela prend forme au travers du plan. L'aménagement en strates. Justement ces strates qui contiennent des étagères, des conteneurs, des volumes clos, de la végétation, des flux. Et ces strates, elles débordent sur les aménagements extérieurs. Donc ici, j'en ai déjà parlé, des étagères, mais également ici, en fait, avec la végétation qui déborde, la possibilité aussi d'ouvrir un peu si tout à coup il faut l'été, si on veut avoir des tables en extérieur. Donc elle déborde un peu sur l'extérieur. Et l'ouverture de cet espace public en lien avec la route des Jeunes s'étend en direction de la place qui est la place du stade de Genève, qui est de l'autre côté de la route. Donc il y a un travail au sol qui doit être fait, étant donné que cette ancienne zone industrielle est faite de bitume, donc il y a un effet d'îlot de chaleur qui se forme sur le site. Donc il y a un travail du sol qui doit être refait, en le rendant plus perméable, avec un procédé d'extraction du bitume et de revégétalisation. Donc pour vraiment rentrer dans cette logique de réemploi, j'ai sélectionné 7 moments architecturaux ou 7 exemples qui peuvent inspirer d'autres réalisations. J'ai fonctionné avec un design inversé, donc je suis allé dans le pave et j'ai puisé des éléments dans le pave que j'ai en quelque sorte réinjectés dans l'architecture. Je vais commencer avec les champignons. Donc sur le site du pave, il y a une structure en forme de champignon que je trouvais assez élégante et qui vient justement structurer mes aménagements extérieurs. Donc on peut le voir ici sur cette maquette.
Et donc, le but, c'est de pouvoir amener justement et les végétaliser ces champignons qui prennent place dans ces strates. J'imagine ces strates de type prairie pour favoriser la biodiversité. Ces champignons, ils n'ont pas qu'une fonction d'arbre. Ils servent également à couvrir, que ce soit les stationnements pour vélos, les stationnements pour voitures, et également à couvrir quand il y a des tables, afin d'apporter de l'ombre à l'extérieur. Le point numéro 2, donc, pour la façade, donc, je réemploie le bossage d'une toiture shed que je viens amener. On peut le voir ici dans cette coupe. Il y a également des cadres de fenêtres qui sont réemployés et qui font une nouvelle composition en façade, ainsi que des fenêtres translucides qui viennent former une nouvelle composition en façade. Et donc ça me génère cette façade-ci en strates également. Et tout à l'heure j'avais parlé de ce schéma à deux visages, la partie plus publique et la partie plus privée. Et donc la partie plus publique est plus vitrée, plus transparente. Et les deux façades sont tenues justement par ces bandes horizontales qui sont des protections solaires. Donc ça renforce ce schéma des deux visages. Ici, en toiture, j'ai rehaussé la structure à certains endroits. Je reviendrai sur la raison pour laquelle j'ai fait ça plus tard. Mais ça vient également renforcer cette idée des deux visages. Maintenant, en ce qui concerne les façades en règle générale, les différentes approches que j'ai eues, donc j'ai eu 3 approches. Pour le bâtiment principal, la halle A, justement, je suis venu en remplaçant la façade et en créant un espace de halle qui est tempéré. Pour la halle B, ici, ce bâtiment de bureau, c'est une intervention par percement de la façade, car le bâtiment il avait déjà subi une rénovation récente. Et en ce qui concerne la halle C, du coup, je suis venu dénuder la façade, qui était déjà non chauffée, pour mettre en valeur sa structure. Donc c'est des coques. Donc il n'y a plus de façade. Il n'y a plus de façade. C'est juste ouvert. C'est complètement ouvert. La déchetterie, c'est complètement ouvert. Exactement. Donc en ce qui concerne les wagons de train, donc il y avait des wagons qui étaient un peu à l'abandon sur le site de Pré-Acacia-Vernay. Ici, je profite de ce rail qui est déjà existant pour venir et y placer un wagon, le transformer en cuisine pour la cafétéria. Donc ça, c'est un espace important qui est devant l'entrée principale de l'espace public. Et donc, c'est un lieu où tous les usagers ils peuvent se réunir, que ce soit les privés, ainsi que le public. L'espace de bureau, du coup, je crée un étage afin d'avoir ces bureaux et il fallait bien les connecter. Et du coup, il y avait un escalier en colimaçon dans le site du PAF qui était, que je réemploie en fait pour créer ces liaisons verticales. Et d'un point de vue des matériaux, donc après Acacia-Vernay, on a des matériaux, les matériaux les plus communs sont l'acier et la brique. Et donc, comme on peut le voir sur cette maquette-ci, on voit très bien la matérialité. Et donc, ça permet de créer des box qui sont chauffées, elles. Et puis, le point numéro 7, donc le dernier de cette liste, les couverts. Donc, dans le bâtiment B des bureaux, j'ai trouvé sur le site des couverts pour les voitures de 2 types différents. Et j'en utilise un pour créer dans cette open space de bureau une cloison phonique entre la partie des travailleurs et la partie plus détente. Et ici, dans la partie centrale, j'utilise également des couverts pour créer des bureaux un peu plus cloisonnés pour que ce soit des réunions ou des séances. Donc ici, on le voit en détail, ces deux approches, et ici en axonométrie. J'aimerais rajouter à cela qu'en façade, donc on a des fenêtres de nature différente qui ont un alignement afin de créer une certaine homogénéité. Et ici, c'est la dalle que je vais rajouter à la halle. Et j'utilise des treillis qui sont boulonnés afin d'avoir une plus grande portée. En ce qui concerne la toiture, donc on voit la continuité des bandes en toiture. On le voit un peu mieux peut-être en maquette 1-200. Et la toiture du bâtiment A, du coup, elle était en mauvais état
là, elle est neuve, mis à part la tôle qui peut être réemployée. Et elle dispose de panneaux solaires et de lanterneaux qui permettent d'apporter de la lumière dans le bâtiment. En hiver, donc ça, c'est quelque chose de positif. Mais en été, bien sûr, pour éviter les surchauffes, il faut que le verre soit de haute performance. En ce qui concerne le bâtiment B, du coup, j'ai des lanterneaux ponctuels. Et le bâtiment C, il possède déjà des lanterneaux dans sa structure. Donc ici, on peut voir le détail de la toiture. Donc pourquoi j'ai rehaussé la structure? Tout simplement parce que ça permet d'évacuer l'air chaud. Et dans une même logique de récupération, ici il y a des pluviaux qui permettent de se disposer en façade. On voit très bien sur cette maquette-ci le remplacement. Et il permet de récupérer l'eau et d'arroser la végétation du site. Et pour finir, ce projet il possède un contenant semblable à sa fonction en puisant dans son architecture des éléments du réemploi. La fonction de ce projet n'est pas uniquement bornée à son enceinte en attirant des usagers d'une certaine catégorie culturelle, mais a une véritable influence à l'échelle du quartier. Le réemploi est une solution d'avenir pour réduire l'empreinte écologique, mais également pour garder une trace de l'architecture passée dans nos nouvelles constructions. Et entre les défenseurs les plus fervents de faire table rase et construire une ville générique, ou ceux qui veulent maintenir le statu quo et garder le bâti intact, je pense que c'est un compromis entre les deux qui peut être un terrain d'entente. Bien, merci Pablo pour cette présentation qui était très bien structurée pour vous suivre de l'échelle territoriale jusqu'au détail. Et effectivement, vous avez cité les chiffres initiaux sur le PAV qui sont impressionnants comme objectif de construire une nouvelle ville sur la ville. Et cette idée de réemploi qui vous a animé en cours de route pour amener finalement une sorte de proposition intermédiaire entre ce qu'il y a aujourd'hui et ce qui devrait se passer. Et je pense que c'était très clair dans votre approche en tout cas. Je me tourne vers le jury pour peut-être une première série de questions de compréhension. Est-ce qu'il y a des éléments avant d'ouvrir la discussion? Anne-Catherine? Oui, je découvre tout à fait ce projet. J'ai pas bien compris en fait, c'est pour une période pendant toute la transformation du quartier, et après ce serait déplacé ou bien où ça reste en fait à cet endroit-là. Non, alors justement, la présence du rail, je pense que c'est un point positif pour pouvoir maintenir ce circular hub à cet endroit et pouvoir travailler à une plus grande échelle, étant donné que suite à la fin des quartiers, donc si tout à coup il y a un quartier en mutation ailleurs dans le canton de Genève par exemple, je pense que ce circular hub pourrait aussi rentrer en fonction ultérieurement. C'est destiné à rester en fait. Hein, tout à fait. Question. L'autre, la toiture du petit bâtiment, là, elle existe déjà comme ça ou bien? Tout à fait, elle est comme ça. Alors, c'est des coques avec des oculus. C'est la maquette d'interprétation. J'ai deux questions. Oui. Deux questions. Votre appréciation de la halle existante, par rapport à son architecture et à sa nature. Et l'autre question, ça serait par rapport au climat, par rapport au fait qu'il y a des voitures qui vont dans la halle. Là, on a l'impression que tout est vitré en toiture, donc c'est quand même très fermé, mais c'est chauffé, je pense, que dans les bureaux. Comment ça se passe avec les gaz d'échappement et ça? D'accord. Alors d'un point de vue de la halle et de sa structure, donc, on peut considérer cette halle d'une certaine manière comme étant banale, sa structure de base. Cependant, pour sa fonction qui est le réemploi, je pense que de nos jours, on considère beaucoup d'éléments de construction comme étant des déchets. Donc on ne les voit pas à leur juste valeur. Et d'une certaine manière, cette halle qui peut avoir une certaine banalité se prête très bien justement pour ce programme qui est le Circular Hub et qui vise à encourager le réemploi au sein de Praille Cassia Vernet.
La halle principale donc, est tempérée. Et bien sûr, il y a uniquement justement les volumes intérieurs qui sont chauffés. Et en ce qui concerne du coup les gaz d'échappement, donc il faut bien sûr, j'imaginais qu'il y avait justement ce système d'aération qui permettait d'évacuer ces gaz viciés, enfin, cet air vicié. Et le... Pardon. C'est lié, vas-y. Alors, donc ma question est, qu'est-ce que le pape prévoit exactement à l'endroit où le village se trouve, où vous faites votre projet? Oui, c'est ça essentiellement. D'accord. Alors, actuellement, dernièrement, la dernière fois que je me suis renseigné, ils ne savaient pas exactement la dernière fois que je me suis renseigné. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, parce qu'en fait c'est la dernière étape du projet du pape, c'est ce secteur Praille Ouest. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils veulent vraiment maintenir des activités. Donc quelle forme ça va prendre? Moi j'imagine qu'à l'avenir, ça sera la démolition de ces bâtiments pour avoir peut-être des îlots d'activités secondaires qui vont prendre place sur le site. C'est ce que j'imagine, étant donné que les halles, parfois, ne répondent plus forcément aux besoins, aux nouveaux besoins actuels. Tout ce que je peux vous dire autour de ce secteur, c'est que ici, sous la route des Jeunes, donc là ici, c'est une partie surélevée, donc sous ce pont, il y a des activités qui vont prendre place. Ici, de l'autre côté du rail, donc ils imaginent que le rail sera peut-être interrompu à un endroit après la venue Vibert. Donc il y aura peut-être une interruption par ici. Ici, il y aura une voie verte qui va passer le long des rails. Et dans ce secteur-ci, justement, c'est où est prévue la mise en place du poumon vert pour Praille Acacia Vernet. Mais en ce qui concerne les bâtiments, j'ai l'impression qu'ils vont quand même les raser, étant donné qu'ils ne considèrent pas vraiment que c'est des bâtiments de valeur patrimoniale. Après, ça, c'est des suppositions, disons. Et est-ce qu'il n'y a pas un autre projet de circular hub déjà prévu dans le Praille Acacia Vernet? Alors que je le sache, non. C'est souvent réemployé, écrit, mais il n'y a pas de... C'est celui-là. Alors je sais qu'il y a l'association Materium sur Genève, justement, qui prévoit en fait de faire des interventions ponctuelles. Après Materium, il faut le dire, ils n'ont pas, disons, une halle de stockage de manière à accueillir une telle transition. Enfin, Parce que ça fait quelle surface tout ça? l'ensemble de la surface, donc là on est sur du 120 mètres carrés de longueur. 120 mètres de long. Ouais. Donc après, à niveau surface, je sais plus. J'aurais bien noté les chiffres. 120 par 60. 1 hectare. L'existant en fait, c'est ça? Alors C'est ça le profil existant et vous surélevé de ceci? Exactement, tout à fait. Donc on a un profil en fait en continu qui est comme ça, et justement uniquement dans la partie centrale de cette strate, uniquement dans cette partie-ci, je viens intervenir et surélever la toiture. Sinon le reste vous changez la couverture. Et sinon le reste, j'interviens juste. Vous vitrez la couverture. Exactement, tout à fait. Peut-être. Je ne sais pas si y a d'autres questions, sinon on peut enchaîner sur la discussion proprement dite. Donc, je passe peut-être la parole. La tradition veut que c'est la personne la plus extérieure à l'institution qui commence, si ça te va. Sinon, si tu veux passer en deux, tu me dis. Mais sinon, je te passe volontiers la parole, peut-être Anne-Catherine, pour avoir ton impression. Ouais, et tes j'ai encore éléments peut-être juste encore une petite question. Donc l'entrée principale est bien ici. Tout à fait. Donc on peut le voir en fait dans la vue ici. Il y a même un petit justement couvert qui est employé à cet endroit. Et il y a un traitement du sol aussi qui est particulier. Donc ici il y a un revêtement de façade que je viens réemployer justement sur cette entrée. Ça la démarque. Pour la marquer particulièrement. Pardon?
pour la faire ressortir particulièrement. En fait. Tout à fait, tout à fait. Au milieu de cette strate, parce que c'est vrai qu'on peut vite être perdu si on n'a pas des... Ben, c'est un peu la question que je me posais. Quand je vois la maquette en plus elle n'est pas dans le sens des plans. Ouais. Je sais pas si c'est une volonté de montrer cette façade qui est peut-être plus Ben, attractive. Tout à fait. En fait, je sais que c'est pas dans le sens des plans. Après, il m'a semblé que c'était pas non plus très compliqué de comprendre le sens de la maquette vis-à-vis des plans, mais je l'ai orienté dans ce sens-là, étant donné que j'avais plus d'explications à vous montrer sur cette façade qui donne côté route. Et c'est pour ça que je l'ai positionné de cette manière. Non, parce que la première chose qui m'interroge, c'est un petit peu ça, c'est un peu l'accès à ce site, on accède un peu de plusieurs côtés, mais il y a quand même des entrées principales, des endroits où on peut passer, d'autres pas, etc. Puis quand je vois la volumétrie de la halle principale, en fait, avec le bâtiment, il y a les bureaux, on a l'impression que ce bâtiment-là est quand même celui qui est majeur, qui se fait repérer, puis qui serait presque un peu normal, que ce soit un peu l'entrée principale, presque, que je le lis comme ça, hein, juste en volumétrie. Alors après, il y a plein d'autres raisons qui font que c'est pas comme ça, mais c'est vrai, ça me semble a priori étrange d'avoir les camions qui vont là et pas forcément les personnes qui entrent par là puis qui marquent et après on atteint la halle ou les autres fonctions. Donc c'est un peu ce qui m'interroge pour l'instant, donc je suis encore un peu en train d'essayer de comprendre tout ce que vous avez mis en place. Je comprends tout à fait. Par Après, contre, je vous que... remercie pour toute la présentation et puis tout le travail. On a fait un énorme travail là derrière dans toutes ces maquettes, tous ces plans, et puis un engagement, on voit une envie en tout cas de développer ce thème de circular hub, et puis je pense que c'est effectivement un élément important au jour d'aujourd'hui, essayer de réfléchir à cette réutilisation des matériaux. Après, est-ce que ça va être un endroit qui reste fixe dans la ville de Genève, ou est-ce que c'est des choses qui évoluent et tout ça? Alors est-ce que ça ne devrait pas être peut-être moins en dur que quand on propose en fait des espaces avec les briques, tout ça qui quand même pérennise la construction. Donc j'ai un peu toutes ces questions en tête. Pour l'instant, j'ai pas de réponse ou pas de. Voilà, ça m'interroge, mais bon, pour ça c'est bien. Peut-être alors. Dialoguer avec Anne-Catherine un moment, parce que moi je peux comprendre si Anne-Catherine ne connaît pas les sites. Ce qui peut être vraiment PPTP dans la compréhension vraiment des choix fondamentaux que vous faites, d'où on entre dans le public, d'où on accède seulement pour les fonctions qui ne doivent pas avoir du public. Ce qui me manque un petit peu, c'est une orientation dans les quartiers qui serait l'orientation vers laquelle on va tendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une voirie autour qui est surtout la grise, qui est une voirie dimensionnée par des grands flux, c'est clair, par la grande traversée plutôt, mais qui est de plus en plus envisagée aussi comme une voirie qui va accueillir des déplacements à l'échelle vraiment de ce nouveau quartier du voisinage. Et donc là, probablement, la partie aussi piétonne va être accueillie un petit peu différemment que ce qui est là. Et aujourd'hui, vous ouvrez par exemple du côté ouest, où il y a ces sortes de prolongements des jardins qui semblent être un peu une invitation aussi à rendre cette partie du bâtiment un peu plus semi-ouverte, comme ça. Mais après, ils vont buter contre une voie qu'aujourd'hui on sait quasiment inaccessible. Et puis en même temps, on sait aussi, vous le disiez, les poumons verts. Vous pouvez nous montrer les poumons verts. Alors, le poumon vert va prendre place ici. Qui sera là. Voilà, mais exactement. je me rappelle, avec Emmanuel, l'année passée, on avait dirigé un projet dans lequel on envisageait déjà de prendre en compte le fait que la rivière venait ressortir, vous l'indiquez. Voilà. Alors, si on dit à Anne, je lui explique ça, on lui dit, là il y aura une rivière, là il y aura un parc, là comme ça, les types de... Peut-être que tu pourrais aussi... appréhender. Oui, se projeter un petit peu dans quel sens il va s'ouvrir, il va se fermer. C'est juste ça peut être nécessaire pour après évaluer parce qu'autrement, le risque c'est qu'avant tout, on se ferme sur une logique aussi de, comment on peut dire, de quantification du programme par rapport à la surface, qui semble
aussi tenir, mais peut-être là aussi, je n'ai peut-être pas compris comment vous avez effectivement vérifié que la taille de ce bâtiment vous permet d'accueillir l'activité de recyclage qui est envisagée là. Peut-être ça aussi, peut-être un petit peu un point sur le dimensionnement. Et puis une autre question aussi peut-être, c'est parce que la qualité de ces hangars, c'est... Alors là, effectivement, on n'a pas compris vraiment la qualité, mais la qualité, c'est certainement la grande hauteur. Ah oui, tout à fait, bien sûr. Qui là, n'est pas occupée. Alors, dans cette maquette, si, oui, mais on imagine non, mais c'est important, c'est important. Alors peut-être... on peut le voir justement. Sur votre écran. Parlez-nous des bénéfices et de l'utilité Donc l'utilité d'avoir de l'occupation de grande hauteur qui est très limitée finalement. Alors dans la partie publique c'est un peu plus limité, c'est vrai, mais dans la partie justement du travail qui est dédié à cette plateforme logistique, on a ces racks en fait qui prennent pas toute la hauteur, mais justement qui montent jusqu'au pont roulant. Donc on optimise vraiment la surface qu'on a à disposition sur la hauteur de cette halle. Ça s'est rendu possible uniquement parce que c'est un bâtiment d'une certaine hauteur et une certaine dimension. Donc non seulement on a une emprise au sol, mais on a également cette possibilité de stocker sur la hauteur. Du coup, c'était une question, ce que vous m'aviez dit par rapport à la brise et à tous ces éléments ultérieurement. Est-ce que c'était une question ou est-ce que non, si, il y avait une manière de valoriser pour nous les choix que vous avez faits concernant l'accessibilité et effectivement de profiter ou pas des possibles paysages de l'espace public futur. Ça. Alors, étant donné que j'ai une reconversion de bâtiment, donc j'avais déjà cette contrainte des bâtiments que j'allais conserver, donc celui-ci et ces deux. Ici, il y a la voie ferrée, donc je n'allais pas non plus m'ouvrir sur la partie de la voie ferrée. Il aurait fallu peut-être faire une plateforme ou un tunnel pour pouvoir aller de l'autre côté. Mais étant donné qu'il y avait en plus déjà cette voie verte qui est de circulation piétonne, j'ai préféré justement avoir plutôt la partie logistique ici et m'ouvrir en fait sur cette route des jeunes qui au final permet de relier l'ensemble de Pride West. Donc l'ensemble de cette bande-ci, donc cette route, elle alimente vraiment un peu toute cette partie qui est dédiée aux activités secondaires et aux activités un peu plus de type manufacture. Donc je trouvais que c'était intéressant. Et aussi cette connexion avec le Stade de Genève, donc on a une place ici, et donc d'une certaine manière on a une place de l'autre côté de la route, une de l'autre. Donc oui, ça paraît un peu massif, mais il y aura une réduction du trafic à l'avenir, avec un peu moins de trafic. Et toute la partie sous le pont aura des aménagements. Donc il y aura vraiment des lieux un peu plus plaisants qui vont prendre place. Actuellement, on a des places de stationnement et un skatepark sous ce pont. Mais à l'avenir, il y a des aménagements qui vont vraiment prendre place et ce sera une route qui sera remplie de vie. Et de l'autre côté, justement, j'imagine qu'il y a une partie plus végétalisée, mais dans un contexte un peu différent, qui est ce poumon vert, où on arrive dans un parc qui est au milieu de la ville, mais où on a une perception des choses qui diffèrent et qui ont une autre qualité que ces espaces extérieurs qui viennent sur cette route. Donc c'était ça la question. Et pour quantifier, étant donné que les circular hubs ne sont pas actuels, enfin, il n'y en a pas beaucoup en Suisse de circular hubs, donc c'est une question difficile. Je pense que dans un premier temps, il faut avoir cette démarche pour un peu la démocratiser, pour sensibiliser les architectes, les urbanistes à réemployer de plus en plus. Donc peut-être qu'à l'avenir, il faudra d'autres centres. Je ne peux pas exactement vous quantifier exactement ce qu'il faut, mais ce Circular Hub, sa vision, son optique, c'est d'une certaine manière de maximiser et de faire entrer justement l'usage du réemploi dans le mœurs des personnes. Une réflexion qu'on s'était faite pendant les discussions, à un moment, c'était de se dire,
si on regarde un magasin de matériaux de construction actuel, de matériaux neufs, il a à peu près cette dimension. Et puis il y en a 1, 2, 3, peut-être 4 s'il y a plus de marché. Et donc on se disait, voilà, c'est une sorte de crédibilité d'avoir cette dimension comme un magasin existant de neuf avec simplement c'est du réemploi et donc le stock est un peu équivalent à ce qu'on trouve en neuf mais en réemploi. Donc c'était un peu une manière de le crédibiliser sans le démontrer. Mais, construire une analogie. Voilà, c'est une sorte d'analogie comme le design inversé, donc là c'est un peu la vente inversée. Et voilà, c'est un peu ça qui donnait une échelle de crédibilité. Pas économique peut-être par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, mais dans sa dimension. Peut-être Eric, est-ce que tu veux enchaîner? Merci pour vos explications. C'est important de faire un projet comme ça aujourd'hui, je pense, à la fois pour son contenu, c'est-à-dire permettre toutes ces questions de recyclage, d'emploi, etc. Et puis que le projet soit une sorte de démonstration de la démarche. Bon, c'est tout ça, ça paraît cohérent, quoi. Et puis, bien dans l'époque aussi, il y a un moment viendra où on fera du reuse sans avoir à le montrer, quoi. Mais là, on est un peu encore comme dans les années 50, il fallait que les fers à repasser soient aérodynamiques, même si ça sert à rien, mais pour montrer il y a un côté un peu, voilà, il y a un côté un peu démonstratif. Mais je trouve que vous menez plutôt bien. Je sais pas, le rapport, après je mesure pas du tout techniquement la faisabilité de la chose. J'ai un peu des questions sur le fait de prendre des fenêtres à la française et de les mettre à l'horizontale d'un coup, mais c'est sans doute, bon, je sais pas, mais c'est un détail de toute façon. Mais j'apprécie que vous essayez de faire quelque chose avec ces choses-là et c'est assez bien expliqué. J'ai pas bien compris pourquoi vous changez les façades en fait. Pourquoi il faut les changer ces façades? Elles sont comment aujourd'hui? Elles sont aveugles? Alors justement, il y a juste une fenêtre qui est dans la partie basse, et sinon tout le reste est aveugle. Okay. Et donc pour la nouvelle fonction, c'est plus... C'est ça s'y prête. D'accord, je comprends. J'ai un peu plus de... J'apprécie qu'il y ait des protections solaires sur vos vitrages, sur votre maquette. J'ai un peu plus de doutes sur votre verre hors performance. C'est-à-dire que, si vous voulez, j'ai des doutes, et j'ai déjà des doutes sur le fait que ça marche. Je pense qu'un jour comme aujourd'hui, vous voyez comme on est bien là, on va crever de chaud là-dedans, je pense. Et de toute façon, admettons que ce verre marche. Si vous voulez, c'est assez paradoxal de faire du réemploi et d'un coup de se payer une toiture à $1 million au mètre carré, parce que ce verre, d'un point de vue environnemental, je n'ose même pas imaginer ce que ça va représenter. Et si vous voulez, d'un coup, c'est quelque chose de niveau de luxe, quoi. Et si vous voulez, ça ne me convainc pas pour ça. Je trouve que c'est pas dans l'esprit du projet. Ça ne me convainc pas parce que c'est pas architectural. Parce que si vous voulez, quand on dit, ok, j'ai besoin de lumière, je fais une toiture vitrée, déjà une toiture vitrée, c'est tout le temps sale. C'est dégueulasse. Ouais. Ça, c'est, regardez, quand vous voyez des verrières horizontales, c'est tout. Alors bref, en Suisse, il y a des gens qui les nettoient. Éventuellement. Mais, je sais. mais là, je ne sais pas. Mais partout ailleurs, mais enfin, en même temps, c'est en Suisse. Donc, vous me direz. Attention, c'est presque en France, attention. Non, mais bon, il y a ce problème-là. Et si vous voulez, il y a le problème que je trouve que c'est une occasion un peu manquée. Parce que d'un côté, c'est très dispendieux d'un coup. Et puis, vous auriez pu là rajouter un système avec des sortes de sheds ou de chiens assis, un système qui, de par sa forme architecturale, est en lui-même performant. C'est-à-dire que le vitrage, il y a du vitrage pour éclairer et il n'est jamais au soleil. Parce que c'est fait de manière intelligente, de manière spatiale, quoi, si vous voulez. Alors que là, c'est juste une solution technique. C'est ça qui est. Et par ailleurs, bon, ça surélève un peu votre toiture. Les problèmes techniques que ça pose sont un peu disproportionnés par rapport à l'avantage qu'on attire, je pense. Donc ça, de même, avec la toiture, je comprends que vous voulez faire vos strates. Ça ne m'a pas échappé. Mais
Après, je ne comprends pas pourquoi vous vitrez ici et vous vitrez là. Mais si vous vitrez ici, vous n'avez pas besoin d'éclairer zénitalement. Par contre, on a besoin, ça c'est cohérent, ça on comprend que ce soit. Mais ça devrait être plus percé au centre et moins sur les bords, puisque sur les bords on est éclairé. Tout à fait. Non mais vous voyez, je ne suis voilà, c'est des choses un peu comme ça qui affaiblissent un peu le projet parce que sinon il est assez rationnel et puis peut-être que vous avez vos strates, mais si vous adoptez un type de solution comme celui que je vous décris là, ça contredit un peu les strates, mais vous trouverez un moyen de les avoir quand même. Oui. Et ça sera moins littéral. Vous voyez, parce que. Et pour finir, tu parlais de marchand de matériaux. Bon, les marchands de matériaux, c'est des trucs. C'est quand même une ambiance. Ouais. Là, on a des petites jardinières qui entrent à l'intérieur du bâtiment, ça, on dirait un siège social. Non, c'est plus rude, quoi. C'est pas le problème. Mais c'est un peu littéral aussi vos strates qui rentrent comme ça, parce que à la fin, ce qu'on veut là-dedans, c'est de la surface pour coller les matériaux, pour servir, quoi. Je comprends que c'est agréable et tout ça, mais je suis pas sûr que ça soit dans l'ambiance du lieu, en fait. Après qu'à l'intérieur de ça, il y ait une cafette avec que des trucs locaux, etc. Ça c'est super. Je ne sais pas si ça y est, mais je veux dire, ça peut y être. Mais là, juste des jardinières comme ça, on a l'impression que ça prend de la place pour des choses utiles, si vous voulez. Je fais un peu, mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est un peu trop sophistiqué pour un bâtiment comme ça, ou pour une fonction comme ça. Et après, je partage aussi le fait que, bon, tout en briques, si dur, bon, ça s'impose pas, ou en tout cas, dans les faits, si vous faites du reuse, vous auriez tout ça avec beaucoup plus de matériaux différents, probablement. Peut-être aussi. Parce que, si vous voulez, ce qui est intéressant, en fait, quand on réemploie un bâtiment ou des éléments, c'est que quelque chose qui ne serait pas rationnel ou qui serait trop arbitraire si on faisait ex nihilo, genre une boîte de chaque matériau, si vous le construisez ex nihilo, vous pouvez le faire. Mais bon, si on fait, pourquoi, quoi. Mais si c'est du reuse, ok, bah, j'ai cette quantité de briques, cette quantité de tôle ondulée, donc bah, je fous tout ça ensemble. Et ça va produire une esthétique particulière dont vous allez savoir tirer parti et qui sera pertinente, qui ne sera pas arbitraire et ce ne sera pas juste bariolé par plaisir en fait, ce sera juste par nécessité. Donc là on commence à pouvoir travailler autre chose en fait. Voilà, donc c'est un peu. On peut imaginer que si on a suffisamment de briques à disposition, on peut très bien. Ça peut. Après, non, la question c'est de savoir, ça peut absolument, mais la question c'est que c'est un peu lourd et pas très flexible en fait. Très flexible justement Voilà. par rapport à la remarque. Voilà, c'est plutôt ça. D'accord. Ouais, par ailleurs. Mais bon, Alors en ce qui concerne la toiture, avec du recul sur mon projet, je vous rejoins. En ce qui concerne la végétation, pour moi c'est quelque chose qui d'une certaine manière s'étend, bon c'est littéral comme vous l'avez dit, hein. C'est cette végétation qui s'étend sur les strates extérieures, mais qui d'une certaine manière rentre à l'intérieur même de la halle et je trouvais intéressant aussi d'avoir un lieu de travail qui soit aussi peut-être végétalisé tout simplement. Donc ça c'était ma vision des choses dans cette approche. Non, ça je le partage en fait. Ça je pense que de ne pas faire une halle juste purement fonctionnelle, ça je comprends. Mais il me semble qu'on pourrait peut-être faire autrement. Mais après bon, c'est un peu appréciatif, on entre dans une zone un peu subjective. C'est juste que ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce qui est intéressant de travailler sur un projet comme ça, c'est aussi qu'on travaille sur une certaine ambiance, un peu industrielle, un peu difficile, un peu brute. Et donc c'est intéressant de se demander qu'est-ce qu'on peut faire de beau et de poétique avec ça. Par exemple, on peut avoir une grande halle avec, j'imagine, des tas de matériaux comme une installation de Robert Smithson, comme ça, et qui sert à quelque chose. Et là, je trouve que vous êtes dans une zone d'ambiance un peu et d'esthétique, si vous voulez, que vous pourriez faire dans un autre projet, en fait. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est de pousser dans le sens qu'est-ce qui est amusant de faire dans un projet comme ça qu'on ne peut pas faire ailleurs. Voilà. Qu'est-ce qui est spécifique. Faire ailleurs, très fort.
Ça sera ma conclusion. Donc. Juste par rapport au bâtiment en briques, je voulais voir une chose. Vous avez fait passer un plan constructif des bâtiments en briques et vous pouvez nous montrer parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris. C'est-à-dire une petite axo, c'était ça? Non, c'était les plans. Où est-ce que Ah non, voilà. Le prix suivant. Le suivant. C'est ça, hein? Ça c'est ou pas? Alors, ça c'est là-bas. Ça c'est dans l'espace bureau en fait. C'est ici. Ah ok. Et puis ça C'est correspond. pour ça que moi, alors c'est oui. C'est l'espace. Si j'avais pas vu les systèmes, je comprenais pas les systèmes de porteurs verticaux sur le plan, mais je l'associe à ces éléments en briques. C'est pour ça que j'étais confuse. C'est quand même amusant ça. Ça j'adore. C'est amusant. Ah ben ça j'adore. Ah oui. Là on est dans le spécifique. Et la surprise aussi. Bien sûr. Tu ne vas pas dessiner un truc comme ça si c'est pas du reuse. Maintenant, acoustique, On on ne sait pas si c'est acoustique. Mais on va dire il que l'a c'est vendu bon. comme ça. On va dire que c'est bon. Mais en tout cas, c'est un séparatif, comme que ça serait absurde de dessiner comme ça ex nihilo, mais qu'évidemment, dans ces conditions, ça devient possible. C'est très intéressant la remarque de Eric sur la toiture. Moi, je pense qu'elle devrait aussi inclure un système de ventilation naturelle. Hein. On pourrait s'imaginer un petit peu comme une serre ou comme une espèce d'espace couvert qui pourrait, du coup, en fonction des gaz d'échappement, en fonction du climat, s'ouvrir peut-être plus sur l'extérieur. Moi, j'apprécie beaucoup dans votre projet, en fait, ce côté qui est sur la droite, là, donc tout ce champ de matériaux entreposés, hein, comme on peut s'imaginer, ce qu'on voit à côté de toutes les halles, une espèce d'entrepôt extérieur. Et peut-être on n'en a pas tellement parlé, mais pour moi, le bâtiment, en fait, il va vraiment jusqu'au bout. Et il y a une espèce pas une brutalité, mais je dirais que c'est pas un bâtiment qui est hyper bien posé, hyper joli, soigné, ces trucs. Il y a quelque chose d'un petit peu, enfin, peut-être vous le faites un peu sur la gauche. On voit qu'il y a peut-être une contradiction avec l'espace urbain, mais à quelque part, je pense que ça fait peut-être aussi partie du projet de simplement être là, dans son incohérence. Et pour ça, j'apprécie bien cette idée de circularité, parce que qu'est-ce que ça veut dire la circularité? Si on a un bâtiment comme ça qui reste dans le pave pour toujours, dans son côté éphémère qui a l'air un peu provisoire, et ben ça montre en fait une mixité, ça garantit aussi une mixité au quartier, mais ça montre aussi d'où viennent les choses. Donc, dans ce sens, je pense que l'idée de circularité, elle est assez bien démontrée dans le projet. J'apprécie aussi le fait d'avoir osé, je dirais, prendre cette halle qui a l'air de rien, que tout le monde voudrait dire on ne peut rien faire avec ça, et quel est le choix du programme. Je pense que c'est quand même vraiment la force du projet. Vous avez réussi à dire qu'en fait, oui, même si une halle n'a aucune valeur, ça peut rester quand même quelque chose pour un quartier, et puis ça peut marquer une empreinte pour devenir identitaire. Donc ça, je pense que c'est un courage en fait que je salue. Au niveau des circulations, on a eu aussi plusieurs discussions par rapport à ces hiérarchies de circulation. À mon avis, c'était assez clair. Je trouve intéressant que les voitures pénètrent le bâtiment. Enfin, c'est vrai que peut-être cette maquette, elle a l'air un peu chou comme ça, mais en fait, il y a des camions qui tournent là autour. Enfin, peut-être au niveau effectivement du caractère, c'est pas complètement abouti dans une espèce de brutalité un peu simple, banale comme ça, que je pense que c'est la qualité du projet. Aussi peut-être des façades un peu décoratifs, peut-être moins opportunistes d'imaginer, mais peut-être aussi dans 10 ans on va se lasser de ce truc bricolé, de cette esthétique qui veut, comme tu suggérais, un peu démontrer un rayon. Alors quelle est cette attitude? Est-ce qu'il faut la démontrer? Est-ce qu'il faut le cacher? Est-ce qu'il faut l'utiliser? Ça, c'est, je pense, une question qui est intéressante pour les projets qui viennent au niveau du réemploi, parce qu'on a peut-être déjà assez maintenant du bricolage, quoi. Peut-être qu'on veut déjà autre chose, je sais pas. Mais c'est des bonnes questions, et puis moi j'ai trouvé que vous avez très bien travaillé dans toutes les étapes. Il y a un développement assez linéaire, je dirais, je sais pas, Emmanuel, si tu le suis. Oui. Hein, oui. Du projet.
projet avec beaucoup de travail vraiment tout au long. Et puis, moi, j'ai suivi avec plaisir ce travail. Ouais, merci. J'apprécie beaucoup vos dessins, hein. Je trouve des dessins très beaux. Pour le coup, les dessins ils permettent plus Ils laissent un imaginaire qui n'est pas celui tout léché de la maquette. Et les coups de perspective ont cette force-là qui est, voilà, on ne sait pas quel matériau est réutilisé existant, mais du coup on s'imagine un peu cette dureté la maquette qui est très bien faite, mais qui tue un peu le côté, c'est des matériaux bruts quoi. C'est ça. Je voulais quand même qu'à la base, ce que je voulais transmettre dans la matérialité, c'était quand même une certaine patine. Et c'est vrai que sur la maquette, tout est joli et que j'ai pas réussi à transmettre. En fait. Les patines et plafonds. Eric, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, par rapport à ce que dit Catherine, il y a aussi une chose que je voulais dire tout à l'heure que j'ai oublié en fait. Mais de retravailler les toitures, par exemple, c'est une occasion de le faire, mais peu importe les moyens, mais d'une manière générale, ce genre de grande halle, aujourd'hui, ce sont des bâtiments qui ne sont pas considérés et qui ont été construits sans désir d'image, en fait. Parce que c'est du stockage, c'est des trucs, et paradoxalement, il y a certainement quelque chose de, je sais pas, une forme de culpabilité collective, mais on est une société de consommation, et les lieux de stockage, que sont les entrepôts logistiques à l'entrée des villes, c'est ces grandes boîtes anonymes, en fait, donc d'une certaine manière, c'est le moins d'architecture possible, et le moins de représentation possible. Mais si on est dans une société plus traditionnelle, les greniers, les lieux de stockage, c'est vraiment important parce qu'on sait que la survie en dépend. C'est monumentalisé, d'un point de vue anthropologique, c'est central. Et nous, on a cette espèce de déni en fait, qu'on surconsomme, mais là où on stocke, on ne va pas le voir. Et aujourd'hui, il est clair qu'un projet comme ça, pour moi, il s'inscrit dans une démarche aussi d'un mode de vie différent et d'une forme de décroissance d'une manière ou d'une autre. Si on réutilise, c'est moins la gabegie que si on fout tout en l'air tout le temps et qu'on refait. Et donc, je pense qu'un bâtiment comme ça, il doit aussi, au-delà du fait qu'il doit être un peu bricolé éventuellement parce que c'est du reuse, il doit surtout assumer une présence monumentale dans la ville, une monumentalité particulière liée à sa fonction particulière, qui est une forme de monumentalité que notre société n'a pas su fabriquer quelque part. Et c'est un point, si on allait plus loin dans le projet, enfin, si vous réfléchissiez au coup d'après, je pense que ça serait aussi cette question qui serait en jeu. Comment faire pour que ce hangar, qui maintenant va rester définitivement, soit un des monuments de ce quartier. Acquérir un statut. Voilà, et ça passe par le fait de faire image d'une manière forte et d'être identifié comme si c'était un musée d'art contemporain, mais en fait non, c'est une ressourcerie, ou c'est comme vous voulez. Et peut-être que la toiture, ça serait aussi déjà un premier moyen d'enclencher cette capacité à faire image de manière assez forte. Mais c'est important d'imaginer ça comme des monuments. Ces genres de bâtiments, je pense qu'ils doivent passer quelque part du statut d'objet complètement strictement utilitaire au statut d'objet beaucoup plus monumental. Oui. Et le centre aussi, parce que finalement tout le monde va venir. C'est ça, c'est ça. C'est pas juste. Bien. Joël, le temps qui passe, peut-être Clément, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Ouais, par rapport à ce commentaire de la monumentalité, c'est quelque chose que tu avais repéré aussi dans les exemples que tu as présentés dans l'énoncé. Hein, les jardins des fonderies à Nantes, c'est des projets qui sont des marqueurs dans la ville. Et il y avait eu cette question à un moment donné, est-ce qu'un projet de halle, il est là avant un quartier et ça devient un repère autour duquel se développe un quartier, ou est-ce que c'est là, dans le processus. Et je pense que cette question de mentalité aurait aidé aussi à donner une identité, en tout cas à cette partie du quartier. Donc c'est vraiment quelque chose, je pense qu'on le voit aussi un peu dans certaines façades, elles ont quand même, c'est pas une façade banale complètement non plus que tu as mis en place, on le voit aussi avec le bossage, comme les palais à Naples, enfin voilà, il y a des choses où tu as réfléchi un peu à ça, mais c'est vrai que tu aurais pu vraiment le mettre en avant. Et puis sinon c'était vraiment agréable de travailler avec toi, et je pense que tu as vraiment avancé de manière très continue. Et n'ayez pas peur aussi de vraiment parler de ton architecture qui est bien.
Bien, bon, il m'appartient de clore la discussion comme directeur pédagogique. Donc Pablo, moi je voulais saluer votre engagement, le sérieux, le travail qui a été mis à chaque échelle pour finalement faire émerger ce bâtiment qui a une valeur un peu manifeste pour vous, contre la table rase quasi programmée de nos jours encore, et puis de trouver un moyen de, par la mise du pavé, le repérage de cette halle au milieu des autres, ensuite la programmation et sa mise en place a permis d'avoir une discussion assez intéressante aujourd'hui qui touche à notre société. Donc quelque part par l'architecture d'essayer de pouvoir interroger notre société. Et ça, je pense, c'est la force de votre projet. Vous proposez ce programme qui n'existe pas, ou alors qui existe dans quelques mots de volonté politique, parce qu'il faut faire de l'emploi. Mais les associations qui travaillent, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas d'endroit. C'est assez candide souvent, parce que c'est des masses de matériaux à stocker, parce que c'est très rare qu'on démolit un bâtiment à un endroit et qu'on en construit un autre en même temps, on peut directement transférer les choses. Donc il faut ces halles de stockage pour pouvoir faire bassin de rétention de matériaux entre deux cycles. Et puis c'est donc assez programmé que sans ça, ce sera difficile de faire du emploi dans un lieu comme ça. Et ça, je pense que vous avez atteint ce point de le démontrer par votre démarche. Le choix du site, je trouve, entre un stade qui est sous-utilisé pour plein de raisons, un centre commercial, une ancienne bretelle sur les autoroutes et du rail, je pense qu'il est assez intéressant. Peut-être l'explication professionnelle, privée, et puis la variation dans le temps, où en fait, il y a aussi des projets de réaménagement de cette route, pourraient peut-être encore appuyer votre proposition entre un temps actuel, parce qu'il doit être en amont, le réemploi du futur, et puis des projets qui sont, et peut-être que pour quelqu'un qui découvre le projet, c'est un peu des éléments implicites pour vous, et pour nous qui vous avons suivis, mais qui mériteraient d'être présentés encore un peu plus fort. Et puis le dernier point, ça a été évoqué, c'est où est-ce qu'on s'arrête, où est-ce qu'on récupère, où est-ce qu'on joue à une partition un peu vintage, patinée juste pour le jeu, mais en même temps où est-ce qu'on trouve l'identité. Et je pense que voilà, quand on fait du design inversé, comme vous l'avez évoqué, c'est relativement complexe de tâtonner aussi dans ces éléments. Et puis, je pense que sur certains aspects, on est très convaincus. Sur d'autres, mais c'est peut-être cette maquette qui est très bien en même temps, parce qu'on voit l'échelle, un peu chic, parce que voilà, on ne sait pas faire une maquette moins chic. Et puis, effectivement. Et puis, on lui reprocherait. Et puis, on dirait, oui, mais là, vous êtes un peu caricatural. On dirait, c'est un peu caricatural, Pablo, c'est quand même de l'architecture. Donc, ça touche à des éléments pas faciles. Peut-être pour rebondir sur ce qu'a dit Catherine, en disant peut-être qu'un jour, on va se lasser de ces bricolages. Aujourd'hui, il n'existe aucun hub de réemploi comme ça en Suisse. Alors, il paraît que c'est parce qu'on recycle trop bien. Donc, on a toujours, chaque pays a des défauts de ses qualités. Mais pour l'instant, il n'y a vraiment pas les pratiques. C'est plutôt en Belgique, en France aussi, et Bellastock, à d'autres endroits que ça se passe, mais en Suisse, ce n'est pas le cas. Donc, je pense que ça montre quand même, prenons cette hypothèse, mettons-la en place. Je crois qu'architecturalement, vous avez été peut-être un peu piégé par vos strates à certains endroits. Les endroits dont on parle, c'est des endroits où on se dit oui, il y a la strate, mais il y a peut-être une autre manière de la faire. Et je pense que c'est surtout cette vitrage de toiture où on se dit tiens, mais là c'est le grand geste, alors qu'en fait, c'est pas vraiment le grand geste qu'on cherche. Donc je pense que ça peut être un point par rapport au projet où on se dit tiens, là, ça mériterait ce point. Puis l'autre, c'est la symbolique de ce qu'on dit avec l'architecture d'un tel bâtiment. Donc je pense encore dans une époque où on dit rien parce qu'on récupère et on est vertueux, donc la vertu suffit. Elle ne doit pas se montrer, mais ça pose quand même des questions, comme tout autre bâtiment en termes de vocation architecturale. Donc je pense mais le fait qu'on touche à ces deux points, je pense que c'est parce que vous avez fait un grand travail et vous avez amené les choses jusqu'à ce point pour qu'on puisse en discuter. Donc voilà, moi je vous souhaite une bonne continuation dans ces thèmes. Je pense qu'il y a énormément de besoins dans ce registre, et puis il y a aussi besoin, pas seulement de physiciens, de récupérateurs, de ferrailleurs, d'ingénieurs, ou que sais-je, de matériaux, mais aussi d'architectes. Parce que c'est un pan qui existerait peu sous l'angle de la vraie qualité de la démarche du projet. Donc voilà, je vous encourage à poursuivre dans cette voie. Je pense qu'il y a des éléments intéressants qui se trouvent pour la suite de votre parcours. D'accord. Je tenais juste à vous remercier aussi pour le suivi justement qui m'a aidé, qui m'a apporté énormément d'input. Et justement, cette discussion pour moi aussi elle est très enrichissante. Chacun justement de l'avis des experts, pour moi, fait écho. Et donc je vous remercie pour